Bonsoir et bienvenue. Le Point reçoit ce soir le directeur général de l'APIX, l'Agence pour la promotion de l'investissement et des grands travaux, Bakary Sega Bathily. Avec lui, nous parlons de l'investissement, des réformes, de la diplomatie économique et de développement local, autant de secteurs qui mettent plus que jamais l'APIX au cœur du débat national, autrement dit l'agenda Sénégal Vision 2050. Bakary Sega Bathily, bonsoir. Bonsoir. Oui, comme on l'a dit, vous êtes directeur général de l'APIX. Quand on parle d'agenda 2050, vous avez une part importante à jouer, mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais que vous me fassiez un peu l'état de la situation par rapport à l'environnement des affaires au Sénégal. Dans quel environnement sommes-nous à l'heure où on parle? Merci beaucoup Ngari, merci beaucoup pour l'invitation. C'est un grand plaisir pour nous de venir aujourd'hui parler du secteur sur lequel nous sommes en train d'évoluer. Comme vous le savez, aujourd'hui, le Sénégal est à la croisée des chemins parce que tout simplement, nous venons de connaître l'élection de son Excellence, M. Bassirou Diomaye Faye, qui vient avec une nouvelle vision qui est rupture. Qui dit rupture aussi, dit changement de paradigme, changement même de manière de voir et de procéder. Systémique, quoi. Systémique, tout à fait, exactement. Aujourd'hui, comme vous le savez, durant le premier trimestre 2024, nous avons connu des élections qui ont mis un peu en suspens le pays sur pas mal d'activités. Et il a fallu attendre l'installation du nouveau gouvernement, la nomination des nouveaux directeurs pour prendre un peu les choses en main. Et à vrai dire, aujourd'hui, l'élection de son Excellence, Monsieur le Président Bassirou Diomaye Faye, est arrivée comme une bonne nouvelle pour le Sénégal, tout simplement parce que son parcours, aussi sa vision qui est en train d'être promue un peu partout à travers le monde lors de ses déplacements, nous permet de voir un peu le retour des investisseurs de manière générale, mais aussi des partenaires techniques et financiers. Mais également, nous avons eu à rencontrer les principaux acteurs qui sont ceux qui sont installés au Sénégal. J'ai eu à faire le tour de pas mal de secteurs privés, de groupements de secteurs privés. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'espoir en réalité. Et ce qu'on a pu relever, et cet espoir-là que le régime actuel est en train de semer un peu partout, de par sa vision, sa rupture sur la bonne gouvernance, sur le respect de la législation, sur le respect aujourd'hui des lois, je pense que ça permet de cadrer un peu, de montrer quand même le visage de cette rupture-là. Oui, montrer le visage de cette rupture-là, c'est votre cœur de métier, vous, à l'APIX. L'agence a sa création avec pour vocation un peu de promouvoir la destination au Sénégal. On disait que le climat des affaires est favorable. Est-ce qu'il est toujours là? Est-ce qu'il est toujours? Il est plus que favorable, naturellement. Il est plus que favorable parce que tout simplement, aujourd'hui, quand on a une vision qui... C'est le premier critère, c'est-à-dire la vision 2050, 25 ans. Quand on a 25 ans de visibilité par rapport à un pays, l'investisseur a le temps de voir venir, a le temps de se projeter. Parce que quand on investit quelque part, que ce soit, encore une fois, et j'insiste beaucoup là-dessus, que ce soit un investisseur local déjà installé ou bien un investisseur qui doit venir ici au Sénégal, la visibilité sur les projections, sur comment l'État compte développer le pays durant les 25 prochaines années lui permet d'avoir aujourd'hui, en termes de négociation avec ses partenaires, avec ses financiers d'avoir une visibilité sur 25 ans. Donc le timing, il est bon. Le timing, il est bon. Et je pense que tous les pays qui ont eu à mettre en place ce système de développement sur 25 ans ont pu voir, parce que le développement, c'est des cycles. Beaucoup estiment que c'est la durée de maturité, de maturation des dettes, 25 ans, pour... D'une certaine manière, mais surtout en termes de projection, parce qu'aujourd'hui, avec un taux de, on regarde de manière basique, le Sénégal c'est 18 millions de population, de 18 millions, avec un taux de croissance démographique de 2,9% chaque année. Donc d'ici 2050, on atteindra un niveau de marché qui est assez consistant des marchés, par exemple, des pays qui aujourd'hui sont dans cette logique-là. Au-delà de ça, nous bénéficions d'un climat aujourd'hui, je veux dire, socio-économique assez stable. Il faut dire que quand même le Sénégal, durant ces 20 dernières années, a eu un taux de croissance quand même assez soutenu de 3,4% de 2000 à 2024. On a eu des pics de 6%, 7% dus à des renonciations de la dette qui nous a permis d'investir beaucoup. On a connu un cycle aujourd'hui d'investissement très, très fort dans les infrastructures. Mais la contrepartie, on va le voir peut-être tout à l'heure, c'est l'endettement, c'est des cycles en réalité. On a eu des cycles de 1980 à 2000, des cycles d'une certaine manière de stabilisation, mais beaucoup plus de désindustrialisation, si je peux m'exprimer ainsi, où on a vu beaucoup d'industries fermées. Fermées. Donc,
Oui, et aujourd'hui, on le sait, l'urgence pour vous, c'est de réindustrialiser. C'est justement, l'urgence, c'est de relancer la machine. Et pour relancer cette machine-là, il nous faut déjà construire le cadre, ou bien réinventer un cadre qui nous permet au secteur privé de prendre le risque d'investir au Sénégal. Parce que comme on a eu à le dire à plusieurs niveaux, l'État n'a pas vocation d'investir là où le secteur privé peut valablement investir. Créer l'emploi, les emplois. Que ce soit l'emploi, c'est le secteur privé même qui crée la croissance. Parce que c'est le secteur privé qui paye les impôts, c'est le secteur privé qui recrute, c'est le secteur privé qui, à la limite, crée le marché, d'une certaine manière, parce que tout simplement, l'État ne peut pas être partout. L'État a son rôle régalien, et je pense qu'à ce niveau-là, on l'attend sur l'éducation, on l'attend sur la santé, on l'attend sur la sécurité, on l'attend beaucoup plus sur la régulation du marché, mais pas en termes d'investissement. Et nous, aujourd'hui, au niveau de l'APIX, notre travail premier, c'est de créer le cadre, l'environnement. Vous voulez réinventer cette relation secteur privé-État, en fait. Exactement. Et je pense que ça fait partie de nos objectifs à moyen terme, parce que nous sommes en train de travailler sur ce qu'on appelle une matrice des réformes. Cette matrice-là qu'on a intitulée Pacte, parce que nous venons de sortir de 10 ans de réformes, qui étaient au nom de PREAC, le programme de réforme de l'environnement, des affaires et de la compétitivité. Mais nous allons lancer bientôt, le travail a démarré, le programme d'amélioration de la compétitivité des territoires et des entreprises, pour justement être en alignement par rapport à la vision Sénégal, vision 2050, oui, qui aujourd'hui promeut tout ce qui est territorialisation de l'investissement, mais surtout faire le focus sur l'entreprise privée. Parce que l'entreprise privée, quand il vient s'installer au Sénégal, que ce soit celui qui vient de l'étranger ou bien qui est déjà installé, il prend des risques pour investir, pour affronter le marché, et en même temps, en retour, l'État doit lui garantir son investissement, sécurité de l'investissement, sur quoi nous allons travailler. D'ailleurs, nous sommes en train de travailler sur la révision du Code des investissements, qui participe justement à l'attractivité, et c'est un des éléments qui va créer qui va générer davantage d'investissements privés, nous l'espérons. Donc le secteur privé national va désormais être au cœur de politique publique, de la création de richesses, quoi. C'est sa vocation en réalité. C'est juste que on va dire, ces 10 dernières années, l'APIX n'a pas joué le rôle qu'il devait jouer à ce niveau-là, tout simplement parce qu'il y a eu des régimes qui ont eu à mettre en avant le secteur privé international. Parce que quand on analyse les choses sur les questions de mandat, on a 5 ans ou bien 7 ans à faire, il nous faut construire un pays, il nous faut réaliser des infrastructures pour qu'à la fin de mon mandat, que je puisse avoir quelque chose à présenter. Donc, on passe sur les procédures, on dit qu'il me faut des réalisations. Sur cette base-là, je vais chercher celui qui s'est réalisé, nonobstant la construction maintenant du secteur privé national. Et c'est sur quoi nous, aujourd'hui, nous comptons corriger. Nous comptons corriger cet état-là et changer de paradigme. Vous n'êtes pas dans cet état d'urgence-là? Nous ne sommes pas, et je pense que nous l'avons assez dit, que nous ne sommes pas dans un agenda de mandat. Ça prendra le temps qu'il faut, mais on doit construire un secteur privé local fort pour affronter autant le marché local que le marché international. En quoi, faisant quand on parle du secteur privé fort, votre soutien au secteur privé, comment le percevez-vous? Comment doit-il se matérialiser vis-à-vis de l'État? Vis-à-vis de l'État, c'est à 2 niveaux. Nous, en tant qu'APIX, notre positionnement est clair. Vis-à-vis du secteur privé local, nous allons leur apporter tout le soutien de l'État en termes d'information, en termes de collaboration, en termes de communication sur les services dédiés aux entreprises. Comme vous le savez, l'État aujourd'hui est organisé à travers plusieurs agences qui interviennent dans le processus, que ce soit ADPME, ASEPEX, ANIDA, ainsi de suite. C'est vrai que ça a, à un moment donné, créé un système où un peu chacun se marche sur les pieds, mais il y a quand même ce désir de l'État, peut-être que ça va se faire progressivement, de rationaliser l'intervention de l'État. Parce que ce qu'on nous a souvent reproché en tant qu'État, c'est qu'il y a une pluralité d'acteurs. Et du coup, quand on veut investir, quand on veut entreprendre, on ne sait pas qui fait quoi. À chaque fois, il n'y a pas un interlocuteur unique. Et à la base, l'APIX, qui avait cette capacité d'être le guichet unique, premier service d'accueil des investisseurs sur l'information économique, sur les procédures administratives, doit aujourd'hui reprendre ce rôle-là pour donner la bonne information sur les services de l'État pour que les entrepreneurs et les investisseurs puissent avoir la bonne information sur les secteurs. Nous avions l'habitude
en tout cas de 2000 à 2012, de faire des roadshows pour présenter les secteurs porteurs. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir quand même une vision 2050 qui met 4 secteurs et 4 sous-secteurs comme moteur de croissance. Entre l'industrie, l'agroalimentaire, qui est aujourd'hui dans une phase industrielle, les industries extractives, les secteurs qui sont liés à l'industrie manufacturière. Aujourd'hui, je donnais ça tout à l'heure en exemple à un ami, aujourd'hui on nous parle de l'équipe nationale. Je vais prendre quelque chose qui est complètement au-delà de ce qu'on a l'habitude d'entendre. Pourquoi aujourd'hui on n'aurait pas une industrie qui est capable de créer les propres maillots de l'équipe nationale? Comme fait le Mali. Hein. C'est exactement ça. Qu'est-ce qui les empêche? Est-ce que c'est un problème de financement? Est-ce que c'est un problème de disponibilité financière, de disponibilité foncière? Est-ce que c'est un problème de technologie? Aujourd'hui, nous avons, moi en tant que directeur général de l'APIX, je suis prêt à mettre à la disposition de tout industriel qui veut créer aujourd'hui toutes les combinaisons de l'équipe nationale de football à sa disposition un hangar où il peut développer cette industrie-là. Ouais. On est prêt à mettre ça parce que ça existe en réalité. La zone économique de Diamniadio offre aujourd'hui une plateforme industrielle qui est capable de développer toute forme d'industrie. Maintenant, il s'agira maintenant de discuter, de dialoguer sur les conditionnalités. Donc on dit qu'aujourd'hui, au Sénégal, les coûts de production sont très chers. Il faut l'avouer, c'est un cas. L'énergie coûte cher. La fiscalité aujourd'hui à un certain niveau très élevé, on le reconnaît. Mais c'est justement cette fiscalité-là qui permet de garantir la sécurité. Cette fiscalité-là qui permet à nos enfants d'aller à l'école. Cette fiscalité-là qui aujourd'hui permet d'avoir un certain plateau médical. Cette fiscalité-là qui nous permet aujourd'hui au Sénégal de vivre dans un climat de paix. Et ça, le secteur privé a une part importante à jouer à ce niveau-là. Et à ce niveau, les gens payent l'impôt pour que l'État puisse fonctionner. Et c'est justement à ce niveau, nous invitons, c'est là où intervient le pacte. Parce que le pacte aujourd'hui vise à dire quoi? Ce pacte vise à dire, OK, par rapport à la fiscalité, est-ce qu'aujourd'hui le secteur privé, ce secteur privé-là qui est capable, qui est en train de payer l'impôt, est-ce qu'il peut porter cette plaidoirie pour demander à ceux qui ne payent pas l'impôt de payer l'impôt? Parce que justement, c'est parce qu'il y en a qui ne payent pas l'impôt, qui ne payent pas le juste impôt, qui oblige l'État aujourd'hui. Parce que quand on a un tissu économique pas très élargi, il y a ce qu'on appelle la pression fiscale qui arrive à certains niveaux. L'État est en train de faire de gros efforts pour élargir l'assiette et je pense que ça fait partie des réformes phares qui sont attendues. Je pense que ça, dans le budget 2025, ça a été un point qui a été relevé, que l'État va rationaliser cette fiscalité-là pour en élargissant. Il y aura moins de dette fiscale désormais? Moins de dette fiscale, mais on va faire une politique pour élargir l'assiette. C'est indispensable. Parce que si on n'arrive pas à élargir cette assiette-là, on ne peut pas diminuer la pression fiscale sur ceux qui sont, sur les entreprises qui sont en train de payer. Que ce soit pour le personnel, parce que le salarié, il paye l'impôt autant que le secteur privé. Ouais. Donc, pour avoir cette baisse de la fiscalité, il faut élargir l'assiette. Et pour élargir l'assiette, il faut enrôler le maximum d'unités qui sont dans le secteur informel pour les intégrer dans le secteur formel et permettre à ce qu'il y ait un équilibre. Et je pense que cette baisse d'impôt, elle est plus que nécessaire. En tout cas, nous, APIX, nous plaidons pour cette baisse d'impôt, mais à condition que, également, que tous ensemble, on se mette ensemble pour dire que oui, favorisons la collecte, favorisons le paiement des impôts. À vous entendre parler, on a comme l'impression que vous voulez bâtir une sorte de pacte ou de nouveau partenariat avec le secteur privé, APIX plus proche du secteur privé que de l'État, non? Oui, on l'a dit tout à l'heure, l'État existe parce qu'il y a un secteur privé qui paye l'impôt. Donc, c'est notre devoir et notre responsabilité d'encourager et de favoriser le secteur privé, parce que c'est le secteur privé qui contribue aujourd'hui en grande partie à la mobilisation des recettes fiscales. Donc, nous devons nous battre pour les sauvegarder, défendre leurs intérêts vis-à-vis de l'État, tout en connaissant les limites de l'État aussi. Nous devons nous battre pour créer les conditions pour que le secteur privé puisse continuer à bénéficier des meilleurs services de l'État. Et c'est une des raisons pour lesquelles aujourd'hui le Sénégal s'est inscrit dans le cadre du BIREDI, qui est un indicateur parmi tant d'autres. C'est un indicateur qui a remplacé le Doing Business, comme vous avez tous connu ces dernières années. Le Doing Business qui était l'indicateur qui a été utilisé par la Banque mondiale pour donner un peu une indication sur l'environnement des affaires. Il a été remplacé par le BIREDI. Et le BIREDI, justement, adresse ces questions-là sur la transparence, qui est un point important, et sur lequel l'État du Sénégal s'est déjà, en tout cas, le régime actuel, s'est lancé.
dès le départ, dès son arrivée, c'est sur la question de la transparence, la traçabilité des activités économiques pour qu'on puisse identifier où sont les goulots d'étranglement. Transparence au niveau des codes marchés, transparence au niveau du paiement des impôts et transparence au niveau des autorisations, des attributions foncières, des attributions sur les licences, des attributions sur les permis. Tant qu'on n'a pas ce cadre transparent-là, il est très difficile d'avoir une économie compétitive. Parce que tout simplement, il y en a qui ne sont pas des ayants droit, qui ont accès au détriment des ayants droit. Donc, l'indicateur Biridi sur lequel aujourd'hui nous sommes en train de travailler vient répondre à la limite qui coïncide, peut-être c'est une forme de coïncidence. Avec cette nouvelle politique des autorités, la reddition des comptes, l'assainissement des finances publiques. Et qui a été saluée par tous nos partenaires, contrairement à ce que les gens pensent. La bonne gouvernance n'a jamais été un frein à l'investissement. La bonne gouvernance ne peut pas faire fuir un investisseur sérieux. C'est ça la réalité. Donc le Sénégal a aujourd'hui les cartes en main pour relancer toutes les cartes cette en machine-là. main. Il suffit qu'aujourd'hui, qu'il y a des efforts aussi à faire, parce qu'il ne faut pas se voiler la face. Tout à l'heure, on en discutait hors antenne, quand je vous expliquais aujourd'hui que le Sénégal, nous avons l'habitude de nous regarder nous entre nous et de ne pas regarder autour de nous. Le climat des affaires est favorable, mais on n'a pas des indicateurs matériels fiables pour l'expliquer. Quand on parlait tout à l'heure, je vous expliquais qu'il y a deux formes d'indicateurs. Et surtout par rapport aux déterminants de l'investissement. Il y a des éléments quantitatifs sur lesquels on peut évaluer. Chiffre PIB, taux de croissance, population, marché, réserve des ressources, taux de croissance de tel secteur, dynamisme de tel secteur. Ça, on peut l'évaluer de manière quantitative et chiffrée pour évaluer un peu le dynamisme de notre pays. Et je pense qu'à ce niveau-là, si on regarde notre PIB, il est un peu... Les 6% de croissance, c'est porté par les industries extractives, d'une certaine manière, et aussi par le BTP. Si vous regardez dans la structuration, peu aujourd'hui investissent dans le secteur agricole ou bien dans le secteur de transformation des produits agricoles. Pourquoi? Dans le secteur agricole aujourd'hui, il y a un déficit de formalisation qui fait que les auto-entrepreneurs ou bien les agro-entrepreneurs aujourd'hui n'ont pas aujourd'hui une propriété sur le foncier, et cette propriété sur le foncier les empêche d'avoir la capacité pour lever des fonds. Donc à la limite, tout ce qu'ils génèrent, l'État n'a pas un œil regardant parce qu'ils sont encore dans le secteur informel. Soit ils cultivent pour manger, ou bien ils cultivent et c'est après, alors qu'il y a une forte manne aujourd'hui de collecte, en tout cas de ressources, qui échappent au contrôle de l'État. Donc il nous faut travailler à ce que intéresser davantage ces agro-entrepreneurs, ces agriculteurs dans le secteur formel, et surtout en leur montrant l'intérêt. Ils ont tout à fait intérêt. Aujourd'hui, vous êtes propriétaire de 5 hectares, 10 hectares, vous avez la possibilité de lever des fonds avec le soutien de l'État. C'est sur quoi le président, dès qu'il est arrivé, il est en train de travailler. Oui, mais pendant ce temps, on suspend toute activité foncière au Sénégal aujourd'hui. Est-ce que ça favorise... Il y a une différence. Il y a une différence dans la suspension des activités foncières. Les activités, les contrats qui ont été scellés dans des mauvaises conditions ont été suspendus. Ça, il faut le reconnaître. Et c'est tout à fait normal, on est dans une phase de redressement de notre économie. Ce qui s'est passé ces 10 dernières années, le gouvernement l'a assez expliqué, ça va au-delà de l'entendement sur les questions foncières, sur les questions des finances publiques. Ça va au-delà de l'entendement. Et un gouvernement sérieux, un pays sérieux, ne pouvait pas accepter de continuer sur cette lancée-là. Il nous fallait aujourd'hui dire un stop. Maintenant, au-delà des questions de reddition des comptes, et je pense que les services compétents et les juridictions compétentes feront le nécessaire, il nous appartient, nous, aujourd'hui, de relancer la machine. Et cette machine-là, pour la relancer, il nous faut offrir, en tout cas, un dispositif capable, aujourd'hui, de permettre, en tout cas, les investisseurs d'avoir un cadre beaucoup plus transparent. Ça, c'est les réformes. C'est les réformes à venir. Quelles sont les plus urgentes aujourd'hui pour vous? Aujourd'hui, nous avons 2 réformes les plus urgentes. Je pense que sur comme j'ai dit, la révision du Code des investissements, c'est en cours. Et bientôt, nous allons lancer le comité comité technique pour finaliser la dernière mouture, parce qu'il fallait un alignement avec la nouvelle vision. Ça, nous allons le lancer. Mais aussi, il y a la matrice des réformes qui va prendre plusieurs points, notamment la loi, et je pense que ça a été annoncé par le Premier ministre, la loi sur la souveraineté nationale aujourd'hui, qui va prendre en compte plusieurs aspects, le code des marchés, la loi sur l'entrepreneuriat, la loi sur l'artisanat, la loi, voilà, pour montrer
que le secteur privé local a une préférence vis-à-vis, en tout cas ceux qui sont installés ici, qui ont fait confiance au Sénégal, ont une préférence, en tout cas, sur certains marchés publics et pour défendre leurs intérêts également. Oui, parce qu'il ne s'agira pas seulement de leur donner des marchés, mais il s'agira de leur donner la capacité de financement nécessaire pour qu'ils se déploient. Qu'ils se déploient localement, mais par le passé, on a toujours dénoncé le caractère extraverti de la croissance au Sénégal et même de l'investissement par des entreprises étrangères qui sont installées au Sénégal. Cette question de la nationalité des entreprises n'a jamais été réglée. On peut être une entreprise qui évolue sur le territoire du Sénégal, mais alors que la croissance sort du Sénégal. Et cette question, je crois qu'avec le nouvel agenda, vous allez régler. Vous savez, quand on analyse, on a fait une évaluation récemment, il y a deux choses qu'il faut comprendre. Le financement, les investissements et les entreprises, c'est trois choses différentes. Aujourd'hui, nous, si on regarde au niveau de l'APEX, sur la base des données que nous avons enregistrées, la source première de financement des entreprises qui ont investi au Sénégal, si je vous dis que ça vient des îles Vierges. C'est les paradis fiscaux, ça? Non, c'est des sources de financement. Ça vient des îles Vierges. Ouais. C'est une manière de dire que le financement, l'investissement, le capital surtout, il faut différencier les trois, mais le capital n'a pas de nationalité. Ouais. Mais l'entreprise peut pas avoir de nationalité. C'est là où j'allais en venir. Ouais. Le capital n'a pas de nationalité. Absolument. On est d'accord? Ouais. Maintenant, l'entreprise, ça suit une logique, ça suit une réglementation en vigueur dans un pays bien déterminé. Quand vous allez dans certains pays, si le capital n'est pas détenu à 51% ou bien 52% par des personnes de nationalité de ce même pays-là, cette entreprise-là ne peut pas évoluer. Ouais. On est d'accord. Comme au Qatar, ailleurs, dans exactement. Certains pays. Ouais. Donc aujourd'hui, la question est de savoir est-ce que le Sénégal va aller sous ce registre-là. Et pourquoi n'iriez-vous pas vers ce Parce qu'il y a des préalables. Nous avons aujourd'hui, comme on a dit, quelle est notre capacité à créer notre tissu industriel? Et pour créer ce tissu industriel-là, il faut avoir aujourd'hui ce qu'on appelle, dans la chaîne de valeur d'une industrie, de la conception jusqu'à la livraison du produit, quel est notre niveau de contrôle de cette chaîne de valeur? Aujourd'hui, en termes de recherche et de développement, on en est où au Sénégal? Quel est le produit où on dit qu'à 100% ou bien à 50% de la conception jusqu'à 50% de la production, c'est du Made in Sénégal? Ça, c'est l'APEX qui doit le déterminer. Hein? Non, ce n'est pas seulement l'APEX. L'APEX, d'une certaine manière, fait la promotion et analyse et fait des propositions à l'État pour faire des réformes. Mais il nous faut aujourd'hui, et c'est pour ça que, par rapport à ce que je suis en train de vous dire, que nous avons intégré, et nous allons l'intégrer d'ailleurs, et ça, je pense qu'avec les différents acteurs avec qui nous avons discuté, ils sont tout à fait favorables, d'intégrer des incitatifs supplémentaires si aujourd'hui l'entreprise qui va investir apporte une part considérable dans la recherche et le développement. Donc pour favoriser, pour inciter les entreprises dans la recherche et le développement, il y aura des incitatifs supplémentaires qu'on peut accorder à ces entreprises-là. Parce que tant qu'on n'aura pas ce tissu industriel en amont, il sera très difficile d'être compétitif sur le marché. Parce que tout simplement, si aujourd'hui on nous parle d'industrie et que 80% de ce qui constitue la chaîne de valeur viennent d'ailleurs, on sera toujours dépendant du marché extérieur. Donc il nous faut en amont. L'autre point, c'est la formation professionnelle. Mettre l'accent sur la formation professionnelle. Parce qu'aujourd'hui, pour être compétitif par rapport à des industries, pourquoi les gens viennent investir? Parce qu'ils vont trouver des employés qualifiés. Et à ce niveau-là, nous sommes en stock de 448 établissements de formation professionnelle. L'État compte aller au-delà. 500 l'année prochaine, si mes chiffres sont bons, peut-être c'est à vérifier. 500 multiplié par 25 ans, ça vous donne le nombre. Est-ce qu'il y a toutes les commodités aussi qui puissent permettre à ces étudiants d'éclore et de devenir les techniciens que vous souhaitez demain? Vous pouvez imaginer aujourd'hui que dans nos universités qui sont là, quelle est la part des nationalités étrangères de la sous-région qui sont inscrits ici? C'est beaucoup, hein?
Pour vous dire que le niveau d'enseignement sénégalais, le système sénégalais, il est très attractif. Il y a combien d'écoles privées si vous regardez... Toutes ces grèves cycliques-là? Il y a une différence des grèves cycliques. C'est des grèves cycliques, c'est au niveau des établissements publics, l'université. Parce que à ce niveau-là, comme je disais tout à l'heure, il y a un cycle. Il y a les cycles qui sont liés aux recettes. Quand il n'y a pas de recettes fiscales, l'État n'a pas assez de fonds pour payer, en tout cas, aujourd'hui, les bourses des étudiants, pour terminer les travaux, ainsi de suite. Et si, avec votre permission, je veux vraiment saluer très rapidement... Oui, on est pris par le temps. Voilà, très rapidement, le ministre des Finances qui est en train d'abattre un travail extraordinaire. Je pense qu'aujourd'hui, par rapport à la situation dans laquelle il a trouvé le Sénégal, il est en train d'être redressé. Parce que tout simplement, s'il n'y avait pas aujourd'hui ce travail qu'il est en train de faire pour mobiliser les recettes et de couper les niches fiscales sur lesquelles certaines entreprises se réfugiaient pour échapper à la fiscalité, aujourd'hui, on n'en serait pas là et on serait dans des cycles beaucoup plus graves. Donc on peut imaginer le Sénégal dans un an, que devrait être l'environnement global de l'investissement et des affaires? Non, on aura déjà, je vous annonce que l'année prochaine, comme son Excellence Monsieur le Président l'a annoncé, le grand rendez-vous restera le forum Investir au Sénégal qu'on va organiser l'année prochaine.